Tout de suite, je passe la parole à mon maître professeur Abkari, dans un autre registre, de gastro-entérologie pédiatrique, notamment une thématique assez émergente, mais pas si rare que ça. Donc sur les colites à eosinophiles. Donc professeur Abkari, il a avec mes lunettes, je vois pas de loin. Bonjour à tout le monde. Merci mesdames. Voilà. Donc on va... D'abord je commence toujours comme à l'accoutumée de remercier les organisateurs, en particulier Sahida, de m'avoir sollicité et invité pour parler de cette pathologie qui reste relativement rare par rapport à la pathologie gastro, mais il a le mérite de nous pousser à raisonner et à éliminer d'autres diagnostics. Donc on est dans le côlon. La pathologie eosinophile, ça se passe de l'œsophage vers le rectum, mais l'entité colite, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, elle reste quand même plus rare que la localisation œsophagienne notamment. Donc c'est une pathologie en émergence. Voilà, donc c'est cette pathologie eosinophile. Il est de plus en plus identifié. Il faut dire que de connaissances récentes, il y a peu de temps, on appelait ça la colite allergique, mais il n'a rien à voir avec la colite allergique. C'est une entité à part. C'est une pathologie, c'est un processus inflammatoire du tube digestif causé par l'infiltration par les eosinophiles. Et donc, comme je viens de le dire, ça peut être l'œsophage, ça peut être l'estomac, ça peut être l'intestin grêle et ça peut être le côlon. Et aujourd'hui, je vais traiter plutôt la colite, la localisation colique, à la lumière d'une observation pour illustrer cette entité qui est la colite eosinophile. Donc, comme je viens de le dire, la difficulté, c'est un polymorphisme clinique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un tableau spécifique. On va retrouver tous les éléments qui font évoquer d'autres maladies, à savoir les maladies inflammatoires, etc. Donc déjà, ça. Deuxième, tout dépend de la localisation, du segment atteint. Moi, je vais pas revenir aujourd'hui, c'est pas le sujet qui est l'œsophagite eosinophile, mais ça dépend. C'est la gastro-entérite, c'est pas la colite. Donc il y a des différences entre la localisation. Donc le diagnostic positif de ces pathologies, c'est histologique. Donc ce qui nous renvoie à l'exploration endoscopique, laquelle exploration endoscopique qui n'est pas toujours aussi pathognomonique, mais le prélèvement histologique va pouvoir localiser cette infiltration eosinophile qui fait en faire le diagnostic. Donc j'ai dit plusieurs entités. La plus connue et la plus étudiée est celle qui a bénéficié d'un consensus, même thérapeutique, c'est l'œsophagite eosinophile. Mais au niveau intestinal et colique, on reste encore sur notre faim parce que les cas étaient rares. Certes, on a assisté à la publication de beaucoup de cas ces derniers temps, mais ça va venir peut-être parce qu'on ne trouve que ce qu'on cherche et on ne cherche que ce qu'on sait finalement. Donc il y a absence de consensus, il y a un traitement proposé. Vous allez le voir dans notre observation, elle est efficace, pas toujours à 100%, mais quand même, il y a des propositions. Alors, je vais commencer par ce cas clinique, un trigger pour vous mettre dans le bain, donc dans ce domaine de la pathologie eosinophile. Il s'agit d'une fille âgée de 7 ans, sans passé pathologique particulier, qui se présente pour douleurs abdominales diffuses, chroniques, et avec des poussées de diarrhée glérosanglantes, à raison de 4 selles par jour, intermittentes, donc poussées, et ça a évolué depuis l'âge de 4 ans. Donc sur 3 ans. Sur 3 ans, diarrhée glérossanglante chez une fille de 7 ans. Quel diagnostic on va évoquer? Mickey, oui, en premier, mais les Mickey précoces, dans leur forme précoce, parce que l'âge, quand même, ça a commencé à l'âge de 4 ans. Pardon? Giardiase, oui, parasitose, surtout les kystes qui vont
se réactiver et se transformer en forme végétative et donner 6 poussées. On a connu ces situations. C'est-à-dire, voilà. D'autres? Je vais vous donner, mais c'était juste là pour pousser à... Oui, oui, bien sûr. Alors là, si vous me demandez, donc on a évoqué avant la taille, etc. Juste pour la commodité de la discussion, je n'ai pas voulu tout dévoiler. Hein. Suspense, maladie inflammatoire, vous l'avez évoqué très bien, dans sa forme précoce, maladie de Crohn, notamment. L'allergie alimentaire, puisque c'est intermittent, on a l'impression que ça se déclenche à l'occasion de la prise alimentaire. Troisième, colite infectieuse, notamment parasiteux, vous l'avez évoqué, c'est-à-dire des poussées. Quatrième, une tuberculose intestinale. Non? 3 ans quand même, hein, c'est... Voilà, extraordinaire. C'est la tuberculose, une fois elle est là, et il évolue d'un seul tenant. Voilà. Et la colite éosinophile, notre sujet d'aujourd'hui. Alors, le poids et la taille, Madame Haj Khalifa me demande le poids et la taille. Voilà, il n'y a pas de terrain d'auto-immunité, et pas d'aphthose buccale. Il a juste une rhinite allergique, comme terrain atopique, pas d'arthralgie, ni arthrite, il n'y a pas d'érythème noueux, la marge anale est normale, et la croissance staturo-pondérale est normale. Autrement dit, cette diarrhée qui évolue depuis longtemps, il n'a pas retenti sur la croissance staturo-pondérale. Donc, on est bien dans le côlon. Si on est dans le côlon, le retentissement, il est minime, sinon inexistant. Alors, on a réalisé un bilan biologique. NFS, donc l'hémogramme, il a montré, la seule particularité, c'est qu'il y a un taux d'éosinophiles élevé. Le syndrome inflammatoire était normal, CRP, VS, etc. La calprotectine fécale, qui est un indicateur de l'inflammation intestinale, est ici élevé. Il est à 710. Il est élevé. Sinon, les autres critères comme l'ANCA, les ASCA, etc., et se sont révélés négatifs. Alors, on a réalisé une échographie et même un scanner abdominal. Vous savez, vous avez évoqué les colites inflammatoires, donc à la recherche d'un épaississement pariétal, d'un rétrécissement, etc., et se sont révélés tous les deux normales. Et l'exploration endoscopique, on a trouvé un aspect strictement normal. C'est vrai que vous allez voir dans la colite, c'est pas toujours l'aspect, c'est cet aspect polymorphe varié qui rend les choses difficiles. Alors, on a réalisé quand même des biopsies sur cet aspect normal endoscopique et on a trouvé qu'il y a une infiltration polynucléaire éosinophile qui atteint les 50 par champ d'éosinophiles. Et on a réalisé aussi des GISE spécifiques parce que l'allergie alimentaire, je vais l'expliquer tout à l'heure, il joue comme un starter, c'est-à-dire il déclenche. Que les éosinophiles existent dans le tube digestif. Ils existent à l'état normal. Mais c'est juste pour maintenir l'homéostasie cellulaire de la paroi intestinale. Mais quand ils vont passer à cette infiltration, il faut qu'il y ait un facteur déclenchant. Et ce facteur déclenchant, il peut être aussi l'allergie. Que ça soit IgE-médié ou non IgE-médié, c'est pour ça qu'on doit doser toujours les IgE spécifiques en parallèle. Alors, curieusement, on a trouvé que des IgE spécifiques élevés pour le crabe et surtout pour les crevettes, indice à 5. Et comme vous voyez sur la lame de cette patiente, il y a une infiltration donc éosinophilique. Et notre patiente a bénéficié d'un traitement. Vous allez voir l'escalade thérapeutique. D'emblée, on a, puisque ça évolue depuis quand même 3 ans, on a commencé par la corticothérapie à raison de 1 mg/kg par jour pendant 4 semaines, et puis on a procédé à la dégression, et on a aussi procédé à l'éviction des aliments, surtout ceux évoqués lors de la réalisation des IgE spécifiques, poissons, fruits de mer, etc. Et on a constaté qu'il y a une évolution favorable, avec aujourd'hui un recul de 18 mois. Donc voilà l'histoire de cette colite éosinophile chez cette fille de 7 ans. Alors c'est quoi la pathologie éosinophile? Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça peut commencer par l'œsophage. Donc c'est l'œsophagite éosinophile, c'est la plus étudiée, la plus connue. Et d'ailleurs, il y a même un aspect endoscopique qui est évocateur. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Il y a la gastroentérite éosinophile qui touche l'estomac et l'intestin grêle. Et il y a la colite éosinophile qui est le sujet d'aujourd'hui. Déjà, vous rappelez cet aspect endoscopique très évocateur de l'œsophagite éosinophile, donc la localisation œsophagienne. Regardez cet aspect
ou bien on va trouver un aspect normal, ça n'élimine pas l'œsophagite eosinophile. C'est en général des enfants qui viennent pour dysphagie, surtout l'impaction. Et puis c'est souvent des enfants d'un certain âge, donc expressifs. Soit on trouve un aspect normal, soit un aspect, regardez, on a l'impression qu'on est dans le trachée. Et si Haïda peut le confirmer, parfois on se dit, ils sont pas trop peu, on a la trachée, donc vous voyez cet aspect comme ça, le voilà. Il y a un aspect parfois qui rappelle une candidose. C'est des peaux blanchâtres en motte, avec une disposition radiaire. Ça rappelle en quelque sorte, c'est comme une candidose œsophagienne. Et parfois, on est déjà dans le stade rigide, rétrécissement, sténose carrément. Hein. C'est le cas d'un enfant de 16 ans qu'on vient de voir il y a quelques mois. C'était pratiquement une sténose sur œsophagite eosinophile. C'était juste pour rappeler, alors sur le plan physio-pathologique, il y a plusieurs hypothèses. Il y a cette atopie, pratiquement 70% des manifestations eosinophiles s'accompagnent de sujets qui ont une allergie à quelque chose. Et notre malade, il était positif par les IgE spécifiques. Il y a des aliments allergisants, les variations, et il y a un terrain génétique. Les caucasiens sont beaucoup plus exposés. Il y a un risque intrafamilial. Il y a des altérations cellulaires qui peuvent expliquer ça. Ça, c'est pour comprendre un petit peu le mécanisme physiopathologique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a des eosinophiles tranquilles au niveau de l'intestin, et puis un jour, il y a une prolifération avec infiltration de la paroi et une inflammation, parce qu'il y a libération des cytokines, etc. Et donc l'inflammation qui peut expliquer la pathologie. Bon, je ne vais pas m'attarder sur la pathogénie, mais la prévalence, c'est une pathologie certes rare, mais on a basculé de quelques cas les années 80, je parle ici des séries nord-américaines, mais ces derniers temps, on est dans les 29 cas pour 100 000, et ça continue. En Europe, il y a encore 22 cas pour 100 000, et ce sont beaucoup plus les sujets masculins qui sont touchés. Et vous voyez sur c'est beaucoup plus les publications qui se multiplient, et c'est toujours comme ça. Au début, on dit, oui, c'est rare, etc., mais tant qu'on commence à s'intéresser, la pathologie commence, la bibliographie commence à être abondante. Alors, cet aspect physiologique de la présence des eosinophiles au niveau du tube digestif, je vous rappelle juste, les eosinophiles font partie de cette lignée granulocytaire, et on voit qu'il y a une répartition un petit peu. L'œsophage, pratiquement, il n'y a pas d'éosinophiles. Donc, la présence de 15 eosinophiles par champ atteste d'une œsophagite eosinophile. Donc, il n'y a pas de discussion. Le problème, c'est au niveau des autres segments de tube digestif où la présence eosinophilique est physiologique. Donc, il existe, il participe à l'homéostasie cellulaire, et un jour, donc, il y a une prolifération déclenchée par un facteur qui va entraîner un phénomène humain, comme l'allergie, comme le virus, comme etc. Et puis, il y a une infiltration. Mais, il y a un aspect un petit peu bimodal, hein. Dans l'estomac, il y a peu de eosinophiles. Dans l'œsophage, il n'y a rien. Dans l'estomac, peu. Dans le duodénum, un peu plus. Dans l'ilion, en abondance. Et dans le côlon, ça commande des crescendo. Dans le côlon droit, transverse, etc. Et au niveau du rectum, on a pratiquement peu de colis. Donc finalement, si on fait juste une rectosigmoïdoscopie, on risque de passer. Alors, et pour diagnostiquer vraiment la colite eosinophile, il faut aller plus loin jusqu'au côlon droit pour pouvoir faire ce diagnostic, sinon traverser la valvule de Bouin pour parler de la gastro-entérite eosinophile. Donc voilà la répartition. Elle est ici encore sur un article récent bien présenté. Alors finalement, sur le plan clinique, vous allez me dire, mais comment on va la reconnaître? Alors, on l'a dit tout à l'heure, polymorphisme clinique. Il y a des signes qui ne sont pas spécifiques de cette colite eosinophile. Ils dépendent de la localisation, du degré de l'infiltration, mais schématiquement, chez un nourrisson, c'est beaucoup plus la diarrhée gléro-sanglante. C'est bimodal, hein. Il y a le nourrisson jeune de 2 mois, et il y a l'adolescent. Donc, vraiment, c'est une pathologie où on peut... Alors, chez le jeune nourrisson, notamment de 2 mois, 3 mois, etc., il s'agit d'une diarrhée gléro-sanglante. Et là, nous, les praticiens, toujours, bien sûr, le réflexe, c'est l'allergie aux protéines de lait de vache, c'est
que ça soit induite via l'allaitement maternel ou bien un enfant qui prend une formule. Mais il se trouve que les choses sont intriquées. Est-ce que l'allergie n'était pas pour quelque chose pour déclencher un petit peu cette... parce que dans l'allergie, on n'a pas cette infiltration éosinophilique. Donc chez les jeunes nourrissons, le tableau peut se résumer à une dérégulation sanglante et comme vous l'avez vu dans le cas clinique, avec un état général qui est conservé et une croissance conservée. Par contre, chez l'adulte, chez l'adolescent ou l'enfant plus grand, c'est plutôt des douleurs abdominales chroniques, comme le cas de la petite que je vous ai présentée tout à l'heure. Et parfois, on a une perte de poids due à l'anorexie. Et ça reste encore un tableau perte de poids, anorexie. Ça peut être une gastrite, ça peut être tout. Donc, bref, il faut, quand on a tout fait, je fais allusion aux pathologies habituelles, et il faut avoir le réflexe de penser à cette pathologie. Même rare, mais peut-être il ne sera pas rare si on s'acharne à partir d'aujourd'hui à la chercher. Alors, l'aspect endoscopique, il peut être normal. On peut avoir un aspect un petit peu congestif, mais on patch et les petits chiens, regardez. Donc, on a l'impression que c'est pas diffus comme la RCH. La RCH, c'est sans intervalle de muqueuse saine, mais là, il y a un aspect moucheté et parfois la muqueuse, il comprend des ulcérations qui rappellent les ulcérations de la maladie de Crohn, aftoïde. Donc, vous voyez, la frontière, il n'est pas clair entre les maladies inflammatoires et cette colite à eosinophile. Donc, on a dit clinique non spécifique, endoscopie non spécifique, et il nous reste l'histologie. L'histologie, il faut insister sur le nombre, et il y a un gradient croissant, 35 par champ dans l'ossicum, comme je viens de le dire, le rectum 10, etc. Donc, il faut réclamer un taux pathologique, c'est-à-dire au-delà de 40 par champ, dont au moins 2 segments coliques pour pouvoir parler de colite eosinophile. Et il y a d'autres anomalies histologiques qu'il faut exiger, les cryptites eosinophiles ou abcès cryptiques, mais là, c'est pas encore spécifique, on peut le trouver dans RCH, Crohn, etc. Et altération de l'architecture des cryptes. Il y a un élément aussi qu'on trouve dans la RCH, c'est la désorganisation de l'architecture glandulaire et des cryptiques. Donc finalement, c'est pas des signes, mais c'est l'ensemble des signes qui va nous pousser à dire que probablement une colite eosinophile. Il y a des critères histologiques considérés comme gold standard, par exemple l'infiltratif-inflammatoire 100%, présence de polynucléaires 77%, dégranulation des polynucléaires 51%, distorsion architecturale qui n'est pas encore spécifique. Donc voilà, une microabcès eosinophile, voilà les éléments. Donc en bref, chez un enfant qui présente cette symptomatologie qui n'est pas assez typique, mais beaucoup plus diarrhée chronique, douleur abdominale, etc., avec un terrain atopique souvent, des allergies, c'est l'infiltrat à polynucléaire eosinophile au niveau de la muqueuse colique qui va nous dire que c'est une colite eosinophile. Et ça, je suis en train de vous faire vivre le cas de certains enfants chez qui on a tout évoqué, on n'a rien trouvé. Donc, il faut se rabattre sur ces diagnostics qui sont, je sais pas, à la CPP, j'ai présenté une autre cause rare de diarrhée gléro-sanglante, c'était la glycogénose 1B. Donc, rare, mais elle a commencé à 1 mois. Donc, c'est précoce. Donc, rien que cet élément anamnestique, il permet de discerner entre les deux. Donc, il faut aussi s'acharner, infiltration eosinophilique, bien sûr, il faut être sûr que c'est pas une parasitose. Et il faut être sûr que c'est pas l'action de certains médicaments, comme la dépakine. Et il faut être sûr que c'est pas une vascularite. Et enfin, il y a une rareté, c'est le syndrome hypereosinophilique, mais il n'y a pas le temps pour discuter de ça. Alors, comment traiter cette colite eosinophile? On a dit qu'il y a une allergie autour de cette entité. Donc, comme dans l'œsophagite eosinophile, aujourd'hui, on commence par l'exclusion de certains aliments allergisants. Encore plus s'ils sont orientés par des issues spécifiques. Donc, il y a un régime d'exclusion. Pour le bébé, le nourrisson, il faut un régime sans protéines de lait de vache, un hydrolysat, et on peut aller jusqu'à la formule à base d'acides aminés. Et s'il est allaité exclusivement au sein, on peut mettre la maman sous régime sans protéines de lait de vache. Et si les choses ne s'améliorent vraiment pas,
À ce moment-là, il faut proposer des corticoïdes, comme le cas de notre patiente, avec 1 mg/kg par jour, l'amélioration était spectaculaire. Les corticoïdes donnent de très bons résultats dans ce cas. Seulement, dans la plupart des cas, il y a une évolution un petit peu nonchalante. Hein. Il y a des reprises, des récidives, et parfois, on a un tableau dissocié. On a l'impression que l'enfant s'est amélioré, mais en fin de compte, si on voit que les éosinophiles, on voit certains signes, ils peuvent rester 1 à 2 mois, ce qui n'est pas habituel dans l'allergie aux protéines de lait de vache, par exemple. Donc, il y a un décalage. Il faut être patient. Si on est sûr de notre diagnostic, il faut être patient et persister et attendre cette évolution favorable. Bon, certains auteurs aujourd'hui, dans les cas un petit peu rebelles, ils proposent les inhibiteurs des leucométrie pour bloquer la chimiotactisme et la migration des polynucléaires vers les tissus. Et il y a même les immunosuppresseurs comme l'azatioprine que nous prescrivons souvent en matière de maladie de Crohn. Et si vous voyez que la corticothérapie ne donne pas grande satisfaction, il est question d'ajouter l'azatioprine pour écourter un petit peu l'évolution. Et puis, certains, notamment dans les séries de l'adulte et même de l'enfant, ils ont eu recours à des thérapies, à biothérapies, hein, des agents monoclonaux, les anti-IL5 et les anti-3, etc., parce que ils sont impliqués dans la physiopathologie. Je vous ai pas dit tout, hein, dans la physiopathologie. Il y a une similitude. Et parfois, il y a des lymphocytes intraépithéliaux qu'on trouve dans la maladie cœliaque, mais seulement, il y a des auteurs, tout dernièrement, ils ont dit que c'est pas les mêmes lymphocytes intraépithéliaux, c'est des lymphocytes aiotaxines. Donc, finalement, il y a des spécificités qui sont beaucoup plus spécifiques de la colitis éosinophile, mais ça va venir. Il y aura certainement des critères qui vont nous permettre de faire le choix rapidement. Alors, juste ce schéma, j'espère que c'est clair pour vous dire, les schémas en général, ils disent, ils exigent, donc c'est le syndrome, l'hypériosинophilie histologique. Puis ici, même les auteurs, ils parlent de 84, etc. Alors, ils disent que s'il y a un problème chirurgical, c'est-à-dire déjà sténose, etc., il faut voir avec les chirurgiens pour régler ce problème. Sinon, il faut commencer par l'exclusion de certains aliments allergisants. Si ça ne donne pas satisfaction, il faut passer à la corticothérapie. S'il donne une satisfaction, c'est une simple surveillance. S'il ne donne pas satisfaction, à ce moment-là, il faut reconsidérer le traitement et proposer éventuellement une biothérapie. Alors, finalement, les nouveaux. Bon, j'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de publications, mais il y a une série qui est pas mal, 43 enfants, hein, publiée tout récemment, avec un âge moyen de 12 ans. Vous voyez que c'est préadolescent. Et les symptômes, c'était la diarrhée chronique et les douleurs abdominales. Et il y avait un régime d'exclusion des aliments allergisants, plus la mésaline, la lazine, et plus les corticoïdes. Et l'évolution était amélioration des symptômes, normalisation de l'aspect endoscopique, mais pas diminution du nombre des éosinophiles. Donc c'est le caractère traînant dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il ne faut pas s'attendre à la résolution de tous les symptômes de la colitis éosinophile, y compris l'aspect histologique. Alors c'est pour ça qu'il faut être patient. Si on a déjà l'amélioration clinique, c'est déjà pas mal. Donc il faut savoir être patient dans ce cas-là. Il y a l'expérience du service, juste pour vous dire qu'on a 4 cas, dont une que j'ai présentée tout à l'heure parce que c'est un success story, parce qu'il y a une très bonne évolution avec un recul de 18 mois. Et il y a les autres. On a toujours opté pour la corticothérapie. Le premier cas, c'était favorable, bien entendu. Les critères, c'était toujours le nombre d'éosinophiles par champ. Il y a malheureusement le 3e cas qui était perdu de vue, et le 4e, il a rechuté. Donc, pour vous dire que c'est pas toujours en rose l'évolution. Il peut y avoir des rechutes. Et le 4e cas, il a rechuté et on était contraint de reprendre avec immunosuppresseur, azatioprine. Voilà donc en dernier cet algorithme qui est voilà qui résume un petit peu, qui est publié donc en 2015 et qui résume un petit peu la. Il y a des signes cliniques évoquant une maladie digestive éosinophile. Alors il faut procéder à des endoscopies digestives, que ça soit dans le tube digestif haut situé ou bien bas situé, et rechercher cette infiltration éosinophile, soit une infiltration, c'est fini?
Tu as dépassé le temps imparti. Une demi-heure. Voilà, que c'était intéressant. Merci pour cet exposé excellent qui nous met l'eau à la bouche. 3 minutes, dépassé. Conclusion. La conclusion. Les fleurs rouges. La conclusion, la colite eosinophile, Madame la Présidente, fait partie de cette pathologie eosinophile, de l'œsophagite eosinophile jusqu'à la colite eosinophile. Donc, l'avantage de présenter ce cas-là et cette revue bibliographique, c'est pour sensibiliser autour de cette pathologie à travers des signes digestifs couramment rencontrés, que ce soit les douleurs abdominales, la diarrhée chronique ou carrément la diarrhée sclérosanglante. Et vous l'avez vu, le diagnostic n'est pas évident et le traitement, il fait appel en même temps à l'exclusion de certains aliments allergisants et à la corticothérapie, sinon en cas de rechute associée à l'azathioprine, sinon à la biothérapie. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Abqari, pour cet exposé. Et donc, moi, je passe tout de suite la parole à professeur Hida. Oui. Je voudrais te remercier pour cette belle présentation. D'ailleurs, la conclusion, vous avez conclu et insisté sur les messages. C'est vrai, certes, c'est une pathologie qui est rare pour le moment. Donc, ça me rappelle un petit peu notre vécu avec les œsophagites eosinophiles qui sont devenus maintenant bien clairs avec un consensus, avec des choses qui sont assez claires. Pour les pédiatres généralistes, la porte d'entrée, c'est vrai, c'est les signes digestifs. Les éléments qui doivent nous pousser à évoquer cette pathologie, c'est quand il y a une hypereosinophilie périphérique et quand il y a un terrain d'allergie, bien que c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, ouais. Et pour le vécu, c'est vrai. Donc, Ken Saïd, Mskine, les gars, Naïma et vous-même, notre vécu avec les œsophagites eosinophiles, c'était la même chose. Donc, on sentait le diagnostic et même endoscopique, mais l'histologie ne suivait pas. Donc, c'est le même constat pour le moment. Il faut orienter les anatomopathologistes à la recherche des eosinophiles. C'est très important. Ça d'une part. D'autre part, on a des cas cliniques, la relation entre colite eosinophile avec Mickey. Il y a une grande discussion, c'est vrai. Et l'allergie alimentaire. Moi, j'ai des nourrissons que je suis avec des tableaux de Mickey, de RCH, qui ne s'améliorent que sous corticothérapie et des régimes d'exclusion. L'anapathe, je l'ai pas. Donc, j'ai le sentiment que c'est une colite eosinophile. La même chose, une grande fille qui est suivie pour Mickey, qui n'a répondu à aucun traitement. La biothérapie, il ne répond qu'à la corticothérapie au moment des poussées et un régime donc d'exclusion de lait. On a fait tout. Je pousse les anapathes, tu sais, pour refaire une coloscopie, ça pose un problème. Donc, c'est une entité qu'on commence à connaître. Il faut y penser. Il faut avoir les anapathes à côté pour nous. Je pense qu'il faut les sensibiliser, les anapathes, parce que finalement, l'anapathe, il trouve toujours les eosinophiles. La route d'Yellow, donc il faut les compter. Donc il faut les compter. Donc il ne les compte que si on va attirer son attention sur les eosinophiles, parce que oui, il le sait. Surtout au niveau de l'ilion, au niveau du côlon, il sait très bien qu'il y a des eosinophiles. Mais si on insiste sur le bon d'examen ou vient par téléphone et on lui dit voilà ce qu'on cherche, à ce moment-là, il va faire le comptage. Madame Haj Khalifa. Merci. Je voudrais juste te poser 2 petites questions. Je suis pédiatre, je fais une numération formule, tout simplement parce que je vois un enfant qui a une petite anémie, peut-être, je trouve des eosinophiles. Je ne connais pas cette pathologie que tu viens de décrire. Maintenant, c'est un message très important pour les pédiatres. Quel est l'élément clinique qui va tout de suite me dire, attention, c'est peut-être une colite eosinophile? C'est d'abord de rechercher des épisodes de diarrhée à répétition. C'est cet un élément. Quel autre élément doit attirer mon attention? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais il faut commencer par tout ce qui est courant, notamment la parasitose. Notre pays, il y a encore lieu d'y penser. Alors, si on élimine la parasitose, et si on élimine les autres causes de diarrhée chronique, douleur abdominale, il y a la maladie cœliaque, il y a... Je pense, Madame Haj Khalifa, qu'on a dépassé le stade de la parasitose. Oui, quand on présente des cas pareils, c'est qu'on a déjà toqué à toutes ces portes,
même dans des Mickey, parfois, on a des poussées et l'enfant, comme a dit le professeur Hida, est difficile à convaincre et lui et ses parents pour une deuxième coloscopie. Et du coup, on se retrouve avec une poussée, entre guillemets, clinique, d'accord? Mais on a un bilan inflammatoire qui est normal. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on va traiter comme colite poussée ou comme autre chose? Et c'est judicieux de faire ce que d'ailleurs, on le fait également, donc exclure d'autres éléments. Qu'il faut développer. La deuxième question, ces enfants n'ont pas de retard saturo-pondéral. Comment ils évoluent? Ceux qui n'ont pas été traités. Il y a certainement des études, des enfants qui n'ont pas été traités parce qu'on a méconnu cette pathologie. Que sont-ils devenus? Est-ce qu'il y a eu une évolution favorable malgré tout et sans traitement d'une manière spontanée? Ou là, il y a eu d'autres complications? Une question pertinente, Madame Khalifa. Donc, finalement, les jeunes qui ont une gastro-entérite eosinophile, on doit s'attendre à un retentissement staturo-pondéral avec une dénutrition, etc. Mais au niveau colique, la colite essentiellement, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, il n'y a pas ce retentissement. Voilà. Madame Chami. Par contre, par exemple, on peut même trouver le retentissement. Avant de passer la parole à Madame Chami, je passe le micro à Monsieur Hida. Et après, ça sera professeur Chami, et après, ça sera Monsieur Taï. Madame Dini, j'ai pas encore terminé ma... excusez-moi. Donc, ça fait. Vous avez beaucoup de questions. Là, ça va, des questions. Là, je vais déjà ouvrir le pronostic. Là, ça va, c'était un sujet attire beaucoup d'attention. Juste par rapport au pronostic, qui a posé la question sur le pronostic de ces enfants-là. Donc, tu le sais, c'est à Paris. Donc, c'est vrai, il n'y a pas de grande cohorte. Mais pour le pronostic, pour les tout petits, de 1 à 3 ans, meilleur pronostic. C'est un bon pronostic. Par contre, les grands enfants qui ont une colite, donc le pronostic, il est un petit peu sombre. C'est des formes de Mickey sévères, donc ça nécessite quand même une prise en charge. Voilà, c'est juste pour séparer entre les deux profils évolutifs en fonction de l'âge. Professeur Chami. Je suis là. Je reviens juste à la question qu'a posée professeur Haj Khalifa, qui est très intéressante. Est-ce que dans la littérature, tu as trouvé une corrélation colite éosinophile et éosinophilie dans le sang? Est-ce que ça peut permettre une surveillance du traitement et de l'évolution? Hadi, la première question. La deuxième, est-ce que dans la littérature, c'est des perturbations du microbiote intestinal qui peuvent entraîner cette pathologie ou là être un des facteurs prédominants de cette pathologie? Merci. Merci Madame Chami. Donc, pour l'hyperéosinophilie périphérique, quand il existe, il est d'un apport considérable c'est-à-dire que l'ensemble, il ajoute un autre élément au signe de présomption pour évoquer le diagnostic. Mais son absence ou sa diminution, il ne préjuge en rien. Le gold standard, c'est histologique. C'est histologique. Une deuxième relation microbiote et colite éosinophile, ça n'a pas été démontré, mais aujourd'hui, on est convaincu que le microbiote, il est derrière toutes les sauces. Il est là, il attend. Mais d'ailleurs, dans la pathogénie, ils disent que 6 éosinophiles tranquilles au niveau du tube digestif, participant physiologiquement à l'homéostasie cellulaire qui existe, ils sont 30% des cellules, c'est éosinophiles. À partir de quel moment il va commencer l'infiltration? Et à ce moment-là, ils évoquent un facteur comme facteur allergène, l'allergie. Mais l'allergie, on sait très bien qu'il est étroitement lié à une dysbiose. Donc finalement, les choses s'intriguent. Et je crois que si on a beaucoup de cas dans l'avenir, les recherches, peut-être, il va encore peaufiner ces considérations. Merci, Sarah, pour cette belle mise au point. En tout cas, une pathologie qui est assez passionnante, au même titre que l'œsophagite éosinophile, comme cela a été rappelé. Moi, je vais parler juste rapidement de l'approche plutôt allergologique de ces colites éosinophiles. Alors, autant pour le nourrisson, comme l'a rappelé Rosa Hida, c'est des formes bénignes. En général, il y a le lait de vache qui est incriminé. Enfin, l'évolution, elle est rapidement favorable. Mais pour les enfants, effectivement, qui sont grands, la transition vers une colite inflammatoire où, en fait, la pathogénie n'est pas assez claire. Et donc, pour ce qui est de l'approche allergologique, effectivement, on suspecte une allergie alimentaire, entre autres.
Mais se baser en fait sur les tests allergologiques, c'est pas toujours pertinent parce que voilà, la fille justement a rechuté, c'est ce que j'ai compris. Les noms IgE médits. Voilà, il y a les formes non IgE. Même les noms IgE médits. C'est-à-dire que si on trouve des IgE spécifiques négatifs, on peut dire que c'est une forme non IgE médie. Tout à fait. Donc on aurait pu peut-être éliminer au moins 4 aliments peut-être et essayer de réintroduire. Comme on fait dans l'œsophagite eosinophiles. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci, professeur Abkari. Merci, monsieur Tahir. Donc, je pense que cette session est terminée. On passe à la pause.